Bonsoir, monsieur d'Oliançon. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Si vous voulez bien, on va commencer par la question la plus votée, une question de Catherine. Vous dites en avoir hérité du château. Êtes-vous un descendant du propriétaire d'origine, en fait? 2 fois, par mon grand-père et par ma grand-mère, ce qui prouve bien que si j'ai l'air un peu dégénéré, c'est qu'il y a de la consanguinité, c'est inévitable. Question de Diane. Étant en Normandie, je présume que votre famille a tout de même souffert pendant la Seconde Guerre. Le château a-t-il été, c'est pas noté, mais j'imagine, a-t-il été dégradé ou occupé par les Allemands, j'imagine? Alors, il a été occupé dès le 18 juin 1940. Personne n'avait entendu l'appel du général de Gaulle, mais l'armée allemande est arrivée ici, ce qui a suffoqué mon grand-père, qui n'a pas survécu très longtemps à un choc pareil, parce qu'il n'était pas mobilisable. Je l'ai dit dans le film, il était unijambiste. Et la première occupation, la première vague d'occupation a été, je dirais, pas trop brutale. Je dirais pas qu'elle était soft. J'emploierai pas ce terme, mais il y avait parmi les occupants des malgré nous, c'est-à-dire des Alsaciens qui avaient été enrôlés dans la Wehrmacht pour, se battre côté allemand. La guerre a très mal commencé pour la famille, puisque un de mes oncles a été tué en Lorraine, mon père a été fait prisonnier en Alsace, et c'est donc après le décès de mon grand-père au mois d'octobre, mon oncle Élie, qui n'était plus mobilisable, qui a été élu maire. Et tout ça, ça s'est passé de manière à contourner les restrictions, à faire des faux papiers pour le maire, notamment pour éviter le service du travail obligatoire à certains habitants du village, etc., etc. Le dernier fils de la famille était dans la résistance. Il y a aujourd'hui une promotion d'élèves officiers de réserve de l'école de Saint-Cyr qui porte son nom, la promotion lieutenant Tanguy d'Oliançon, parce qu'après la résistance, il s'est engagé dans la Légion et a été tué au Vietnam en 1947. Mais la période n'a pas été dramatique, elle a été dure. En revanche, il est vrai que des obus ont été tirés au travers des toits le 6 juin 1944, et pendant des années, on m'a expliqué que ces obus avaient été tirés des Canadiens parce qu'il n'y avait plus de chars allemands sur le site. Ils s'étaient repliés vers l'aérodrome pour l'encercler. Et des Canadiens ont tiré au travers du toit. On m'a dit ce sont des Canadiens qui ne se sont pas reconnus. Et en fait, j'ai su la vérité par un de mes cousins germains qui, un soir, après le dîner, très gêné, est venu me dire c'est de ma faute. Si les Canadiens ont tiré, c'est parce que je suis allé voir les blindés qui déferlaient du rivage parce que c'était trop excitant. J'étais dans la résistance, je voulais voir ces nouveaux véhicules militaires. Un chef de char canadien m'a vu. Je n'ai eu que le temps de partir, de descendre aux salles basses, me réfugier avec la famille et le village. Mais 2 obus ont été tirés juste à côté parce que c'était un tir de semonce et le char est reparti comme il n'y avait pas de riposte, il n'y avait pas de mitrailleuse sur la terrasse embusqué pour prendre toute la colonne de blindés en enfilade, eh bien, le char est parti sans demander son reste, mais il y avait des dégâts, en ce sens que les toits ont été endommagés, mais par des obus anti-chars qui n'explosaient pas, qui n'ont donc pas provoqué d'incendie. C'était un moindre mal. Enfin, voilà l'histoire. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Ça va intéresser beaucoup de monde et je vais enchaîner avec une question de Florent qui demande d'où vient le nom Fontaine-Henri, en l'honneur d'un roi? Non, Fontaine, je pense que le nom d'origine devait être Fontes ou Fontanas ou quelque chose comme ça, Fontaine. Et la famille de Tilly avait plusieurs de ses membres qui se prénommaient Henri. Et l'un d'eux a dû, je dirais, rester dans les imaginations. Ça devait être un personnage un petit peu à personnalité forte. Et pendant longtemps, on disait Fontaine le Henri. Puis, au XVIe siècle, les Darcourt ayant succédé aux Tilly, on a communément appelé cet endroit Fontaine-Harcourt et c'est redevenu Fontaine-le-Henri et c'est resté maintenant avec la version Fontaine-Henri. Très bien, très très bien. Alors, question un peu plus privée, je dirais. François demande, est-ce que vous habitez au château, monsieur? Alors, j'habite au château, effectivement, et je dois dire que je m'entraîne pour en être le fantôme. Très très bien. Arlette demande, si ce n'est pas indiscret, d'où vient ce patronyme écossais?
Il vient du fin fond du nord de l'Écosse, et puis anciennement des îles Orcades et anciennement de Scandinavie. C'est-à-dire que ma famille paternelle descend d'un personnage que l'on appelle Gunnar the Red, et qui s'appelait Gunnarsson, et que l'on surnomme The Last Viking, le dernier viking. Il a régné avec le titre de Jarl of Orkney, c'est-à-dire comte régnant sur les îles Orcades, avant de prendre pied sur le nord de l'Écosse, autour des villes de Thurso et de Wick, des petites villes comme ça qui sont très peu connues. Et ce clan s'est trouvé très minoritaire face à un clan puissant qui s'appelait Keith, qui assassinait pas mal de membres de ma famille écossaise, les Gunn, et le clan Gunn s'est trouvé décimé. L'une de ses héritières s'est trouvée séquestrée, enlevée. Donc, pour échapper à un destin funeste, mes ancêtres, qui avaient de très prestigieuses alliances avec des Stuarts, des clans prestigieux, ont obtenu de servir le roi de France. Il s'agissait de Charles VIII comme membre de la garde écossaise, et depuis, nous sommes français. Très bien, merci. Une autre question un peu dans le même esprit concernant vos descendances écossaises. Est-ce qu'on trouve, c'est une question de Florent, est-ce qu'on trouve des objets, des salles, des signes qui rappellent les liens avec l'Écosse dans le château? Pas énormément, parce que, en fait, le château des origines de la famille en France, c'est le château de Saint-Germain-Langot, qui appartient maintenant au Sabran-Pontvès, puisque, comme par hasard, il n'y a pas eu de garçons, il y a eu des filles. Quand il n'y a pas eu de filles, il y avait des neveux ou des nièces. Et on a beaucoup de transitions par voie féminine, aussi bien dans la famille qu'à Fontaine-Henry. Donc maintenant, ce château d'Oliançon, qui est le château de Saint-Germain-Langot, n'est plus dans la famille, et c'est peut-être là qu'il y aurait des souvenirs d'Écosse, et encore, je n'en suis pas absolument certain. D'accord. Et question de Pascal concernant d'éventuels vestiges. Est-ce que vous avez trouvé des vestiges lors de fouilles? En France, on n'a pas le droit de faire de fouilles, en tout cas pas dans le sous-sol. On retrouve des objets, on retrouve la signification de certains objets, mais des vestiges, des choses un peu secrètes, des coffres au trésor, ça je n'ai pas trouvé. Je ne les cherche pas, je dois dire. Mais bon. Restez, juste un petit signal, restez avec nous. J'ai vu dans le chat que vous évoquiez la chapelle, vous parliez de la chapelle. On va quand même vous montrer quelques images très furtives, mais que vous voyez quand même l'intérieur de la chapelle. C'est vrai qu'on ne l'a pas montré dans la vidéo. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Marilyn demande, quelle est votre pièce préférée? Il n'y en a pas. J'en aime la plupart. Il y a une pièce que l'on n'a pas vue dans le film qui date de 1200. C'est une salle gothique. Et j'ai des projets pour cette pièce, mais elle est donc en sous-sol, ce n'est pas une cave. C'était le nœud de communication du château et du domaine de la seigneurie. C'est-à-dire que de cette pièce partent 5 escaliers, et on n'en voit pour ainsi dire aucun, ils sont un peu invisibles, et plus un souterrain. Et je vais en faire la salle du sceau, car je possède la matrice du sceau royal du Parlement de Bourgogne, alors qu'il n'existe plus qu'une autre matrice de sceau royal, c'est la matrice de sceau royal du Parlement de Bretagne qui appartient à l'État. Moi, j'ai celle du Parlement de Bourgogne, car je descends de 2 gardes des sceaux, et notamment celui qui était vivant à l'époque de la Révolution. Et comme les parlements de province n'avaient pas été reconstitués après l'Empire, eh bien Louis XVIII a proposé au garde des Sceaux, devenu président de la Chambre des Pairs, M. Dambray, de conserver ce souvenir en remerciement de ses bons et loyaux services, en quelque sorte. Donc, c'est un objet assez symbolique, assez emblématique, pas très spectaculaire, mais qui rassemble autour de lui une histoire qui est un pan entier de l'histoire de France et de l'Ancien Régime. Très bien, ouais, intéressant ça. Ouais. Je le signale juste que pour les membres, vous pourrez voir sur la plateforme ce nœud de communication dont parlait M. d'Oliançon, les sous-sols. Vous aurez l'occasion de voir cette vidéo bonus sur la plateforme, ainsi que la charpente aussi. Concernant la chapelle,
la chapelle, Marilyn demande, est-ce qu'elle sert toujours pour les messes, mariages et autres célébrations? Je vais peut-être en profiter pour diffuser la vidéo en même temps. Il n'y a pas de son, donc vous pouvez parler dessus, Monsieur de Liançon. Très bien. Alors, la chapelle qui s'appelle Notre-Dame du Val-Bunel est très, très grande pour une chapelle de château et elle sert à chaque fois que cela est possible. C'est-à-dire que j'accueille beaucoup de troupes scouts qui viennent avec leurs aumôniers et donc on y célèbre la messe. J'ai déjà eu des cérémonies purement privées dans cette chapelle et le 15 octobre, je vais avoir toute ma famille puisque ma grand-mère est décédée en 1972, donc il y a 50 ans, et on a dénombré 510 descendants de ma grand-mère. Alors je vais réunir tous ceux qui pourront venir le 15 octobre et nous allons faire une fête de famille qui va démarrer, bien entendu, par une messe célébrée par les différents prêtres que nous avons dans la famille. Voilà. Et je dois préciser aussi que, eh bien, oui, ma mère a reposé après son décès dans cette chapelle. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Voilà, vous voyez les dernières images de la chapelle. Et je vais passer à la question suivante, question de Florent, qui demande, est-ce que la visite est libre ou systématiquement en visite guidée? Ah, la visite est systématiquement guidée parce que nous sommes dans une maison habitée et que cette maison est assez compliquée. Et en plus, il y a une personnalisation beaucoup plus importante lorsqu'il y a un guide, même si ce n'est pas moi. J'ai des guides qui sont passionnés et bien formés. Et on ne peut en aucun cas faire une visite libre avec des cordons, ce qui est très, très impersonnel et qui est un petit peu froid. Donc, je maintiens cette visite guidée par des êtres humains. Très bien. On parle de Fontaine-Henri pour posséder les plus hauts toits de France. Est-ce que c'est du fêtage à la gouttière? C'est bien ça? Quelle inclinaison, quelle pente, quelle information vous pourriez nous donner là-dessus? Mon Dieu, je ne sais pas quel est le degré d'inclinaison, non, ça je ne sais pas. Je sais simplement qu'il y a 16 mètres de hauteur de charpente en partant de Lanoux jusqu'à la ligne de fêtage. Et je l'ai vérifié avec un drone qui était venu missionné par une compagnie d'assurance pour faire un devis de restauration de toiture. Mais je n'ai pas de détails plus précis que cela. Il faudrait peut-être que je me renseigne davantage. Très bien. Est-ce que vous faites régulièrement de nouvelles acquisitions pour décorer les intérieurs, justement? Je fais des acquisitions lorsqu'elles sont nécessaires. Par exemple, on a vu la copie du tableau du portrait de face de Hyacinthe Rigaud. Ce n'était pas nécessaire au départ. Je voulais simplement rendre hommage à mon collectionneur Henri de Canisy, sachant qu'il y avait des copies qui étaient faites de tableaux qu'il possédait lui-même étant un copiste. Bon, ça se faisait beaucoup. Il était très actif dans la peinture. Et en faisant cette acquisition, je me demande si je n'ai pas fait une acquisition de quelque chose qui aurait une véritable valeur historique. Mais là, c'est le hasard qui a bien fait les choses et on en reparlera une fois que j'aurai fait toutes les vérifications nécessaires. Il m'arrive effectivement aussi de remplacer un meuble purement meublant par un meuble ancien et signé. Donc, je fais quelques acquisitions et je fais des acquisitions éventuellement aussi de livres qui ne sont pas forcément des livres précieux, mais de manière à ce que la bibliothèque, que l'on n'a pas vue, que la bibliothèque continue à s'enrichir. Et j'ai fait relier modestement, mais j'ai fait relier le dictionnaire et la grammaire de grec du chanoine Pierre Davout, qui a été mon professeur de français, de latin, de grec, d'histoire de l'art et d'instruction religieuse. Donc, j'essaye d'enrichir comme ça le château, mais d'une manière qui ait du sens. D'accord, très bien. François, qui est venu visiter votre très beau château en 2019, demande, est-ce que vous avez prévu de lourdes rénovations dans les années à venir? Je sors d'une lourde mon Dieu, d'une lourde restauration. Vous voyez, non, voyez, on devient commerçant quand même. On a des lapsus révélateurs. Bon, le bon docteur Sigmund doit se retourner avec plaisir dans sa tombe. Mais bon,
Une balustrade gothique, on avait vu sur les plans d'introduction de votre film l'échafaudage qui a, Dieu merci, disparu, et Exact. on a reconstitué une balustrade gothique qui était dangereuse et qui risquait de tuer quelqu'un. Donc ça, c'est une restauration assez lourde. J'ai un escalier, une volée d'escalier à faire, et là, j'avoue que je suis en train de faire l'inventaire des fonds de tiroir, et c'est un peu difficile parce que toute une volée d'escaliers, c'est le fameux escalier droit construit par Blaise le Oui. prêtre sous François Ier. Il y a une volée à refaire complètement. Ah oui, d'accord. Ça, c'est pas rien. Allez, encore deux, trois questions. On est ensemble depuis 50 minutes. Question concernant les jardins. Est-ce qu'on trouve une trace des jardins d'origine? S'il y en avait, quel était-il? Et avez-vous les plans, si c'est le cas? Alors, jardin proprement dit, pas vraiment, parce que c'était un ensemble castral avec des bâtiments utilitaires tout autour et des cours, des herbages et des corrals. Et il y a eu des jardins à l'anglaise installés au XVIIIe siècle, je dirais un peu, je vais être méchant, par snobisme. On a scié des sculptures pour mettre des persiennes parce que ça faisait chic. On a fait un plan incliné en transformant une fenêtre en porte-fenêtre, que les Anglais appellent French window. Bon, et on avait fait un jardin à l'anglaise, mais je pense que ça n'avait pas vraiment de caractère. Et j'ai le projet, si Dieu me prête vie, de reconstituer quelque chose ou d'implanter des jardins, mais qui soient vraiment dans l'esprit du lieu, c'est-à-dire un esprit très symbolique. Et je pense que je vais travailler l'art du jardin, mais à travers la symbolique et à travers certaines significations profondes qu'on peut trouver dans des jardins quand ils sont pensés. Je fais référence aux jardins à énigmes qu'il y a en Italie et dont on trouve un petit peu les modèles esthétiques dans le Songe de Polyphile, dont Louis XIV s'était servi pour la conception du parc de Versailles. Donc, je vais essayer de me mettre à cette école-là et je commence à y travailler assez sérieusement. Maintenant, c'est toujours le problème, il faut trouver les moyens. C'est sûr, c'est sûr. Concernant les activités, je vais essayer de résumer quelques questions en une, mais on peut visiter le château, c'est sur rendez-vous ou est-ce qu'il y a des heures précises? Quelqu'un nous signale, Pascal, qu'il est passé à vélo plusieurs fois et que c'était fermé, peut-être qu'il est passé à la mauvaise période, mais est-ce qu'on peut venir comme ça et visiter ou il faut réserver? Alors, il y a un site internet, on est un petit peu moderne de temps en temps, qui donne les conditions d'ouverture. Voilà. Nous avons une moyenne, il y a une basse saison où nous sommes fermés, sauf pour les groupes d'une vingtaine de personnes. Il y a une moyenne saison à laquelle nous sommes encore en ce moment, où nous sommes ouverts les week-ends, jours fériés et maintenant aussi le mercredi, et ceci jusqu'au 15 juin. Au 15 juin, on est ouvert 6 jours sur 7, le mardi étant fermé, sauf pour les groupes également. On retrouve une demi-saison à l'automne, et puis ensuite on rouvre pour les fêtes, pour les vacances de la Toussaint, parce qu'il paraît qu'il y a un événement qui s'appelle Halloween. All Saints Eve en anglais, paraît-il. La veille de Toussaint. D'accord, d'accord. Et donc, typiquement, si quelqu'un arrive en ce moment, un samedi ou un dimanche, il peut visiter le château à quel moment alors? À partir de, enfin, en fin de matinée, début d'après-midi, on peut visiter. Ce sont des visites guidées, mais surtout, il faut se référer à Internet. Ok. David, qui nous écoute et qui nous voit, est-ce que tu peux partager, s'il te plaît, dans le chat, le lien vers le site Internet du château de Fontaine-Henri? Comme ça, toutes les personnes intéressées peuvent avoir tous les détails des visites guidées. Très bien. Ce sera plus simple aussi. Voilà. Alors, une question d'Hervé maintenant. Peut-on savoir quel est votre parcours et votre formation? Est-ce que vous avez une formation d'historien ou rien à voir? Non, j'étais journaliste. D'accord. J'étais journaliste parce que l'industrie ne m'intéressait pas et du coup, j'ai beaucoup travaillé pour l'industrie, mais n'étant pas dans l'industrie. D'accord, d'accord. Parfait. Et est-ce qu'on retrouve le château sur certaines peintures, fresques ou dans des romans? Est-ce qu'il a inspiré des artistes, demande Florent à nouveau.
On retrouve le château surtout sur des gravures, des peintures proprement dites, je n'en vois pas, non. On en trouvait beaucoup dans les livres, dans les gravures, etc. Mais non, il n'y a pas une riche iconographie. Non, non, D'accord, ok. certainement, c'est pas énorme. En revanche, il figurera un jour dans des contes, mais parce que quand il neige, j'écris des contes, les contes de Ah, Fontaine-Henri. Mais il n'a pas neigé depuis quelque temps, donc j'ai rien écrit. ok, très bien. Parfait. Ben, écoutez, Monsieur Doliançon, je pense qu'on va conclure tout doucement. Je vais évidemment, juste après, vous céder la parole, mais je vais juste en profiter pour remercier évidemment tous les participants ce soir à cette émission. Et merci encore une fois à Monsieur Doliançon et je lui cède la parole. Bah écoutez, merci, merci à vous, merci à toutes les personnes qui ont regardé cette émission. Le mot de la fin, pour moi, c'est le mot essentiel. J'ai entendu un jour Patrick de Carolis dire que Des racines et des ailes, c'était le programme éducatif qu'il avait souhaité appliquer pour ses enfants. Leur donner des racines pour prendre pied dans le sol et leur donner des ailes pour s'élever. Eh bien, je pense qu'au-delà du simple tourisme, nos monuments sont faits pour donner à nos générations actuellement vivantes ces choses qui leur manquent tellement, qui sont des racines et des ailes. Et je suis ce programme, c'est mon programme électoral. J'emprunte la formule très volontiers à Patrick de Carolis, mais j'essaye d'appliquer cela avec constance, obstination, détermination jusqu'à mon dernier souffle. Merci et bravo. À bientôt. Bonne soirée à tous.